Cette section du module s'intéressera plus précisément au rôle de l'éducation dans le développement social et économique. Cette section plutôt a deux objectifs d'apprentissage. Vous devriez être capable, à la fin de cette section, d'abord d'analyser les principaux défis que rencontre aujourd'hui le développement, et en particulier ces défis que l'éducation peut contribuer à relever. Ensuite, vous devriez être capable également d'identifier les principaux défis auxquels l'éducation elle-même est confrontée aujourd'hui. Il est utile, de nouveau, de réfléchir à quelques questions avant de commencer la lecture de ce module ou la lecture de cette présentation. D'abord, qu'est-ce que le terme croissance économique vous inspire? Et qu'est-ce que le terme développement vous inspire? Est-ce que ce sont deux concepts égaux? Quelles sont les différences entre la croissance et le développement? Et quelle peut être la contribution de l'éducation au développement? Quelle peut être la contribution de l'éducation à la croissance? Ce sont des grands débats. Et ces grands débats vont également inspirer la suite de cette présentation. Commençons avec une référence historique bien connue. Un grand auteur, Arthur Lewis, a développé une théorie de la croissance économique. Il n'était certainement pas le premier à réfléchir à la croissance économique des pays, aux sources de richesse de différents pays, mais il est un des premiers à développer cela de manière plus systématique. La croissance économique est, selon Arthur Lewis, définie comme l'augmentation du niveau de vie du peuple. Mais évidemment, cela pose la question comment mesurer ce niveau de vie, et comme mesure, il propose la croissance du revenu par habitant. Le revenu par habitant se fait alors mesurer par le produit intérieur brut par personne. Et le produit intérieur brut est la valeur de la production à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur des frontières du pays, y compris le revenu des étrangers qui y résident. Et donc c'est la valeur de l'ensemble des activités économiques d'une population d'un pays, étant la population qui vit à l'intérieur des frontières du pays. Cette définition ne tient donc pas compte des flux entrants ou sortants comme les paiements de dettes ou les transferts par des citoyens à l'étranger. C'est le produit intérieur brut, et ce PIB ensuite peut être divisé par la population globale d'un pays, et le PIB par tête, par habitant, est considéré comme le revenu moyen d'un pays. Dans les années 60 ensuite, et plus tard, le débat s'élargit parce qu'on note de plus en plus que la croissance économique d'un pays ne se traduit pas nécessairement dans la réduction de la pauvreté. Certains pays connaissent une croissance économique forte, tandis qu'en même temps, la pauvreté continue à exister et parfois à s'élargir. Dans d'autres pays, nous notons que la croissance économique se développe, mais que les dimensions humaines du développement ne s'améliorent pas. Des indicateurs de santé, des indicateurs d'éducation ne s'améliorent pas. Il y a aussi un débat, dans ces années-là, autour de l'aspect plutôt environnemental du développement, que peut-être la croissance économique n'est pas soutenable à long terme, n'est pas durable à long terme, car la croissance détruit les propres sources de croissance. Une croissance économique qui, par exemple, est basée sur l'exploitation d'un forêt tropicale peut avoir à long terme des effets néfastes. Et en effet, c'est pourquoi le débat se
change d'un débat autour de la croissance économique vers un débat autour du développement. Le développement se concentre sur l'humain, pas seulement sur la production des biens, la production de services, pas seulement sur les techniques, mais sur le développement humain. Est-ce que l'homme, l'humain, améliore son expérience? Est-ce que le développement tient compte de l'amélioration, disons, de la qualité de la vie? Évidemment, la croissance économique peut être un facteur d'amélioration, mais il y a d'autres éléments qu'il faut examiner, des transformations sociales, entre autres. Et donc, le développement ne se limite pas à aux simples mesures, à la simple mesure d'un revenu moyen par habitant, mais s'intéresse également à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la qualité de vie ressentie par la population. Il s'agit également d'examiner l'impact de la croissance sur l'environnement et finalement de créer un environnement favorable afin que la population et la population dans sa globalité puisse profiter d'une vie longue et créative d'une manière durable. Et nous verrons ensuite que plusieurs écoles le concept du développement humain. En effet, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, publie en 1990 son premier rapport sur le développement humain. Il y avait toujours eu des rapports, il y avait eu depuis beaucoup de temps, beaucoup de longues années, des rapports sur le développement économique qui étaient faits par la Banque mondiale. Le PNUD voulait développer ou proposer un rapport alternatif qui n'examinait pas seulement le développement économique, mais également mettait l'accent sur le développement humain. En effet, la conviction était que le développement économique d'un pays, qui se mesure, comme nous l'avons dit, par le PIB par habitant, ne suffit pas à véritablement parler d'un développement humain à long terme. Ce rapport sur le développement humain de 1990 a été le premier d'une longue série qui continue jusqu'en ce moment. Et en même temps, nous avons vu dans d'autres pays, dans d'autres régions, d'autres rapports. Là, vous avez des copies de quelques pages de couverture, des rapports du développement humain des États arabes ou ceux de l'Asie-Pacifique. Quel est l'essentiel de ces rapports? L'essentiel est que il y a un nouvel indicateur qui est proposé pour évaluer la qualité de vie dans un pays. Cet indicateur est un indicateur alternatif au PIB par tête, au PIB par habitant. Il s'agit de l'indice de développement humain qui consiste de 3 éléments, de 3 composantes. Une composante liée plutôt au système de santé et donc à la santé de la population, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance. Un élément de cet indicateur est lié au niveau d'éducation. Il s'agit de la moyenne d'années de scolarisation des adultes âgés de 25 ans, et puis de la durée attendue de scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. Il y a un troisième facteur qui est lié au niveau de vie. On utilise le revenu par habitant, mais ce revenu est ajusté en fonction du pouvoir d'achat. C'est précisément à cause de la réalisation que le développement économique n'amène pas automatiquement à une réduction de la pauvreté que depuis une quinzaine d'années, l'accent est mis maintenant plus particulièrement à la réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté est devenue quelque part l'objectif principal de toute
de l'aide au développement et même des stratégies nationales de développement. Ce sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui, depuis 1999, ont initié ces stratégies de réduction de la pauvreté. Ce sont des stratégies nationales, mais qui sont appuyées par les bailleurs de fonds. Ces stratégies reconnaissent que la croissance économique n'est pas suffisante pour réduire la pauvreté, mais qu'une bonne stratégie se concentre sur les besoins, les environnements de vie, les caractéristiques, les spécificités des pauvres et des vulnérables. Ces stratégies de réduction de pauvreté, donc, décrivent les politiques, les programmes macroéconomiques et sociaux qu'un pays doit mener afin de promouvoir la croissance, mais surtout de réduire la pauvreté. Et on reconnaît que pour réduire la pauvreté, l'éducation est un élément essentiel, mais l'éducation doit intervenir par des interventions ciblées. Il y a d'autres éléments qui occupent de plus en plus le terrain, car on considère que négliger ces éléments peut avoir un impact néfaste sur le développement. Nous avons parlé de la réduction de la pauvreté. Nous parlons également maintenant des questions de genre. En effet, plusieurs indicateurs ont démontré que le progrès d'un pays n'est pas le même pour les hommes et les femmes dans ce pays. Et que dans la plupart des pays où il y a distinction entre hommes et femmes, c'est au détriment des femmes. Ce qui a amené le PNUD à écrire dans son rapport sur le développement humain de 1995 que le développement est en danger à moins qu'il soit engendré, c'est-à-dire un développement qui ne prête pas attention aux questions de genre ne sera pas un développement soutenable. Et donc, on propose de plus en plus de développer des indices spécifiques du développement humain qui distinguent entre hommes et femmes, qui font la distinction d'un point de vue genre. On note par exemple la disparité dans l'espérance de vie entre hommes et femmes, ou la disparité de nouveau dans le niveau d'éducation. Dans beaucoup de pays, le niveau d'alphabétisation des hommes est bien plus élevé que le niveau d'alphabétisation des femmes, où la participation des garçons à l'éducation est plus élevée que la participation des jeunes filles. Il y a également des disparités dans le revenu. Et dans beaucoup de cas, on verra que le revenu gagné par les hommes est plus élevé que le revenu gagné par les femmes, même si les deux groupes font le même travail. Et donc, on exige que l'accent soit mis plus clairement sur les questions de genre. Donc nous voyons ce débat autour des questions de croissance économique, des questions de développement, la distinction entre croissance économique qui est un concept relativement simple qui se mesure en termes d'un indicateur, le PIB par habitant. D'autre part, des questions autour du développement, le développement qui est bien plus que la croissance économique, le développement qui prête attention en particulier à la réduction de la pauvreté et le développement qui prête attention également à l'importance d'une approche sexo-spécifique, une approche qui fait une distinction entre la situation et les contraintes des femmes et la situation et les contraintes des hommes. En effet, le déficit du développement et le manque de progrès dans les années 70, 80 et même 90 a amené aux pays, aux États membres des Nations Unies, à se rencontrer, se concerter et à demander que l'ensemble des pays
mettent l'accent sur quelques objectifs, que l'ensemble des pays s'engagent à atteindre certains objectifs d'ici 15 ans, d'ici étant l'année 2000. Et ces objectifs sont les objectifs du millénaire pour le développement, que vous voyez ici. Je ne vais pas lire l'ensemble, vous les connaissez. Parmi ces objectifs, le deuxième concerne l'éducation, assurer l'éducation primaire pour tous, et le troisième également a un indicateur lié à l'éducation parce qu'il s'agit de la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les autres ont trait plutôt à la santé, l'environnement et la pauvreté. Et le dernier concerne une stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire, c'est-à-dire la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. Ces objectifs du millénaire étaient une première grande réponse aux échecs, si on ose le dire, des politiques de développement des décennies précédentes. Dans le secteur de l'éducation, nous avons vu les objectifs du millénaire auraient dû être atteints en 2015. Cependant, bien que beaucoup de progrès aient été faits, ces objectifs ambitieux n'ont pas été atteints complètement. En 2015, les dirigeants mondiaux se sont engagés à œuvrer pour un nouvel ensemble d'objectifs, les 17 objectifs de développement durable, que vous voyez ici. Il s'agit d'un ordre du jour bien élargi, à la fois pour le développement en général et pour l'éducation, qui est mentionné explicitement dans l'objectif 4. Nous allons discuter de ces objectifs, y compris l'objectif 4, plus tard dans ce module. Nous entrons maintenant dans un débat un peu différent, le débat sur le rôle de l'éducation. Nous l'avons dit auparavant que des théories comme la théorie du capital humain mettent l'accent sur l'éducation comme un moteur primordial du changement. Il est essentiel d'investir dans l'éducation afin de renforcer l'économie des pays. C'était aussi bien le point de vue de la théorie du capital humain que la théorie du changement endogène. La théorie de la croissance endogène. Nous avons vu ensuite, cependant, dans les années 70 et 80, que la crise économique a fortement frappé les secteurs sociaux, y compris le secteur de l'éducation, et la réponse, comme suggérée par certains bailleurs de fonds, et en particulier des grandes organisations comme la Banque mondiale et le FMI, la réponse a été une réponse d'ajustement structurel, une réponse qui a été désastreuse pour l'éducation, et une réponse qui a amené à une augmentation de la pauvreté et des inégalités. La théorie du capital humain a été développée dans les années 60 et était basée sur une observation qui maintenant peut nous sembler évidente, mais qui ne l'était pas en ce moment-là, que le niveau d'éducation, aussi bien d'un pays que d'un individu, mène à un plus grand revenu, aussi bien pour ce pays que pour cet individu. L'éducation augmente le niveau de productivité d'un individu, ce qui s'exprime en général dans son salaire. On notait que avec une plus grande éducation, les salaires des gens augmentaient et on supposait que l'augmentation des salaires était une réflexion, ou plutôt était le reflet d'une amélioration de leur niveau de productivité. Le fait que les gens sont prêts à payer pour leurs études démontrait également la valeur de ces études, car ce paiement était considéré par les individus comme un investissement à long terme dans leur propre amélioration. Et de la même façon, les sociétés doivent investir dans l'éducation de leurs citoyens. Donc,
l'éducation est un facteur essentiel au développement économique d'un pays et l'éducation est également essentielle, indispensable pour le développement d'un individu et son développement, son amélioration, l'amélioration de sa propre vie. L'éducation est donc considérée comme un investissement pour augmenter la production et la croissance économique. La théorie du capital humain, développée dans les années 60, et qui exigeait alors un investissement important dans l'éducation. On notait cependant, après quelques années, surtout dans les années 70, que cette relation n'était pas aussi évidente qu'elle ne peut paraître. Cela a amené, comme nous venons de le dire, à une adoption des stratégies de réduction de la pauvreté, et cela s'est exprimé également dans des grandes déclarations politiques sur aussi bien l'éducation et le développement dans son ensemble. Nous allons examiner ces déclarations un peu plus en détail dans les diapositives qui viennent. Depuis 2000, l'importance de l'éducation est devenue de plus en plus claire, précisément parce qu'il y a des nouvelles technologies qui mettent l'accent sur le rôle de la connaissance dans les économies. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le concept de la mondialisation et la compétition accrue entre pays, une compétition qui est entre autres sur la base de la qualité de l'éducation, et tout cela mène à une augmentation de l'attention portée au rôle de l'éducation. Comme nous l'avons dit, depuis une bonne dizaine d'années, on parle de plus en plus de l'économie de la connaissance. Les connaissances jouent un rôle clé dans la croissance économique, en particulier parce que nous sommes dans des contextes de changement technologique rapide et en même temps dans un contexte où la compétition, la concurrence se fait à un niveau mondial. On n'est pas seulement en compétition avec les pays voisins, mais même avec les pays les plus lointains du monde. Et cette compétition se fait en partie sur la connaissance d'une nation. En effet, rester compétitif dans cette économie des connaissances, dans cette société des connaissances, requiert des investissements dans tous les cycles de l'éducation, pas seulement dans le primaire, mais également dans le secondaire, l'enseignement technique et supérieur. Donc, nous voyons que l'éducation et le rôle de l'éducation dans le développement est passé par plusieurs étapes. Il y a toujours eu une reconnaissance de l'importance de l'éducation, comme nous l'avons vu dans la théorie du capital humain. Il faut cependant reconnaître que le manque d'impact du développement économique et même de l'expansion de l'éducation sur la réduction de la pauvreté a amené à mettre l'accent sur la réduction de la pauvreté. Cela s'est ensuite traduit en partie dans les objectifs du développement millénaire. Également, on a voulu rassembler l'ensemble des nations du monde autour de quelques objectifs qui sont les objectifs de l'EPT. Et le rôle de l'éducation est devenu quelque part de plus en plus important. On l'a reconnu comme étant de plus en plus important à cause de l'économie de la croissance dans laquelle nous vivons maintenant. Nous connaissons, nous savons tous les changements technologiques très rapides qui nous entourent et l'impact que cela a sur, ou l'impact que cela peut avoir sur les sociétés et sur le rôle que l'éducation joue là-dedans. Un dernier commentaire concerne, et un peu en examinant et en critiquant la théorie du capital humain, se développe la théorie de la croissance endogène. En effet, on notait que dans plusieurs pays, des gens parfois très bien instruits restaient sans emploi. On notait également que même si le niveau d'éducation d'une population
augmenté que cela n'était pas nécessairement accompagné d'une augmentation du niveau de vie, et surtout qu'au sein d'un pays, les inégalités restaient élevées. Et la théorie de la croissance endogène a mis l'accent sur le fait que ce n'est pas n'importe quelle éducation qui peut amener à une croissance économique. En effet, il faut que l'éducation soit développée d'une telle façon qu'elle augmente les capacités nationales pour la recherche et le développement, qu'elle puisse faciliter l'innovation, le progrès technique et l'utilisation de technologies qui peuvent être développées ailleurs. Et donc, ce n'est pas le nombre d'années d'éducation qui importe, mais bien les connaissances, les compétences acquises par la population. Un accent est alors mis sur la qualité de l'éducation, mais un accent est également mis sur les politiques économiques qui doivent quelque part protéger l'économie interne. Il en résulte en tout cas de cette théorie de la croissance endogène que on examine maintenant beaucoup plus au sein du secteur de l'éducation l'impact différentiel que peuvent avoir différents types d'éducation, et on souligne l'importance d'un investissement dans l'éducation postsecondaire, l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement supérieur. Donc deux théories qui, chacune, mettent l'accent sur l'importance de l'éducation, mais avec des différences entre l'éducation dans son ensemble et une théorie qui examine un peu plus la qualité de l'éducation et l'impact différentiel de différents sous-secteurs. C'est vers la fin des années 80 que un nouveau concept devient de plus en plus populaire. Les opinions de Amartya Sen, car Amartya Sen, un grand penseur indien, a également démontré comment l'éducation n'est pas seulement importante parce que l'éducation permet à une société de se développer, mais que l'éducation est également importante parce qu'elle offre aux individus une mobilité sociale et un progrès dans la société. Sen a dit que le problème central n'est pas la mondialisation elle-même, ni l'utilisation du marché en tant qu'institution, mais que le problème central, c'est l'inégalité dans l'équilibre global des arrangements institutionnels, qui produit un partage très inégal des bénéfices de la mondialisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Sen souligne que dans les sociétés que nous connaissons, qui continuent à se développer, qui continuent à connaître une croissance parfois rapide d'un point de vue économique, que néanmoins les inégalités continuent à exister. Et ces inégalités sont quelque part des reflets de certains arrangements institutionnels. Le problème, ou disons le défi de la mondialisation n'est pas dans la mondialisation telle qu'elle, mais dans le fait que ces bénéfices sont partagés de manière inégale. Cela est en partie lié à des questions, si vous voulez, de déséquilibre entre pays, et donc quelque part d'un certain impérialisme qui continue à exister, avec quelques nations qui sont de plus en plus, qui restent puissantes, ou certaines qui deviennent de plus en plus puissantes, et qui décident sur les termes, ou qui décident sur les normes internationales, ou sur les termes de l'échange international. Il y a un besoin donc d'une distribution équitable et juste, et d'une cohérence entre les dispositifs institutionnels nationaux et mondiaux. Et Sen souligne l'importance de plusieurs libertés qu'il appelle des libertés instrumentales.
Il ne s'agit pas ici seulement des libertés individuelles, la liberté d'un individu de s'investir dans son propre avenir. Non, s'agit de quelques libertés qu'il appelle instrumentales, parce que ce sont des libertés qui amènent à un meilleur développement de la nation dans son ensemble. Il en définit 5. Les libertés politiques, qui sont l'ensemble des libertés offertes aux individus de s'exprimer, de voter, de s'opposer, de s'organiser en association, de lire une presse libre. C'est la liberté politique. Il parle de facilités économiques, qui sont l'ensemble des opportunités offertes aux individus d'utiliser les ressources économiques à des fins de consommation, de production et d'échange. Il parle d'opportunités sociales, qui sont l'ensemble des services publics disponibles permettant d'accroître la liberté de vivre mieux. Il s'agit évidemment là-dedans également de l'éducation. Il parle de garanties de transparence, qui représentent la liberté de traiter dans les relations sociales de façon claire et licite. Et finalement, il parle de la sécurité protectrice, l'ensemble des libertés sociales accordées aux plus vulnérables afin de leur éviter la mort. Pourquoi nous parlons de ceci? Car nous en parlons parce que cette réflexion de Amartya Sen démontre que dans la société de mondialisation que nous connaissons, l'éducation joue un rôle de plus en plus important si l'éducation est bien partagée et si l'éducation, de par sa qualité et de par son contenu, permet à l'individu de renforcer sa position dans la société et donc permet à l'ensemble de la société de devenir une société plus équitable. L'éducation et le droit à l'éducation est un droit, mais également l'éducation est un instrument pour l'autodéveloppement de l'individu et pour le développement à long terme de la société.